Amis de Sirop, bonjour. Alors, il m'arrive de temps en temps, sur la chaîne Sirop, justement, de faire des vidéos un petit peu hors série, quelque part, pour aborder différents sujets. Voilà, je vous mettrai là-haut la playlist, si vous voulez voir les autres que j'ai faites. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème peut-être un petit peu décalé, qui est celui du piratage, du hack. En gros, tout ce qui va toucher à l'installation de copies pirates de logiciels, de déblocage d'options sur les oscillos, des trucs comme ça. Alors, déjà, entendons-nous bien, je ne suis pas juge, je ne suis pas policier. Le but de cette vidéo est en aucun cas de culpabiliser qui que ce soit, de juger qui que ce soit, et ainsi de suite. C'est vraiment pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo est juste de vous donner quelques pistes de réflexion sur le sujet, sachant que c'est quelque chose qui me touche à plusieurs niveaux, dans le sens où déjà j'ai suivi l'évolution de la micro-informatique et tout ça depuis quasiment le début, à mesure où dès les années fin 70-80, j'ai commencé à utiliser des micro-ordinateurs, des choses comme ça, où très très tôt on a pu voir que voilà, le problème de la copie illicite de logiciels est quelque chose qui s'est étendu très rapidement, mais pas simplement au niveau de logiciels. On a vu, je vous en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, le côté des codeurs pirates, par exemple Canal+, qui ont été fabriqués par milliers, ou sinon l'usage immodéré de la photocopie, qui ont contribué, même si c'est pas la seule cause, à la fin, par exemple, des magazines comme Électronique Pratique et autres. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait que depuis les années 85-86, ma principale source de revenus en tant que développeur professionnel est la vente, on va dire, de logiciels que j'ai développés, soit tout seul, soit avec des collègues. Et le piratage est bien sûr quelque chose qui nous touchait directement, dans la mesure où un logiciel piraté, c'est un logiciel qui ne nous rapporte pas d'argent, alors que c'était ma seule et unique source de revenus. Donc très tôt, on a été confronté à ces problèmes de piratage et on a été obligé d'y mettre des protections, comme on va le voir, des systèmes plus ou moins efficaces pour lutter contre ça. Alors, des pirates, j'en ai connu plein, et alors ce qui est déjà marrant finalement, c'est que, en règle générale, les excuses des gens qui font ça sont toujours à peu près les mêmes. Et on va voir que c'est assez bizarre, parce que c'est des excuses qui donnent parce qu'ils ont copié des logiciels, des trucs comme ça, alors des excuses qui en fait dans le monde réel ne tiennent pas. Alors je vais vous donner les plus fréquentes que j'ai entendues, parce qu'en finalement c'est toujours les mêmes. C'est la première, c'est je ne l'aurais pas acheté. Ah, bah oui, c'est sûr que ça autorise de le voler. J'aurais jamais acheté une Ferrari, donc ça m'autorise à la voler. Enfin, voilà. On voit déjà que c'est un truc je veux dire, pour d'autres choses que le logiciel, ça tient pas. Après, c'est je l'utilise peu. Ah, bah ouais, c'est sûr que mon perforateur UTI, je vais l'utiliser peu, donc j'ai tout à fait le droit de le voler. Après, c'est trop cher. Ah bah oui, encore une fois, une montre Rolex, c'est beaucoup trop cher pour moi, donc j'ai tout à fait le droit de la voler. Ça pose aucun problème. Ou alors, c'est une utilisation perso, pas pro. Ah, donc ça m'autorise tout à fait à aller voler un oscilloscope Tektronix, dans la mesure où je ne vais pas l'utiliser à des fins personnelles. C'est un petit peu la même excuse que les politicards qui disent « Oh, je me suis pas enrichi personnellement. » Ouais, enfin, un vol est un vol. Si je vous prends 10 000 euros, vous avez plus vos 10 000 euros, que je l'ai utilisé pour moi ou pour autre chose, ça change absolument rien. Il y a aussi, après, les fabricants, c'est des voleurs. Ah, ils se gavent, machin. Alors ceux qui disent ça, déjà, ils en savent généralement strictement rien. Et puis encore une fois, voilà, c'est pas une excuse qui peut tenir 5 minutes. Quand même quelque chose qui déjà au niveau mental change un petit peu dans le fait où copier un logiciel, c'est pas souvent perçu comme un vol, dans la mesure où si je vais chez vous et que je vous vole votre moto par exemple, derrière vous l'avez plus la moto, c'est-à-dire vous n'avez plus la jouissance de votre moto et c'est moi qui vais pouvoir l'utiliser. Alors que dans le cas d'un logiciel, c'est un petit peu différent. Si je vais chez vous et je duplique votre livre que vous avez acheté, derrière, vous avez toujours la jouissance. Et en gros, vous, avant le vol, vous aviez un livre, après le vol, vous avez toujours un livre. Donc ça peut être éventuellement perçu comme quelque chose de moins grave quelque part qu'un vol. Mais c'est en fait qu'un biais psychologique. Distinguer le contenu du contenant. Donc quand vous achetez un livre, vous n'achetez pas du papier et du carton. Ce que vous achetez, c'est le plaisir, la jouissance de pouvoir lire l'histoire du livre et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de purement intellectuel. Donc c'est pas du tout lié à un support physique. Les vraies raisons qui fait que l'on pirate, en fait, elles sont très simples, elles sont au nombre de deux. C'est 1, c'est facile, 2, c'est sans risque. Voilà. En gros, les vraies raisons, c'est ça. Alors, on va les développer un petit peu. Le côté facile, en effet,
Il y a des tas de choses qu'avant, on ne pouvait pas facilement prendre, dans la mesure où c'était pas évident. Par exemple, si vous avez un livre, photocopier un livre de 300 pages, c'est pas quelque chose de facile. Dans le temps, par exemple, si on avait une cassette ou on avait, je sais pas, un film Super 8 ou une photo, par exemple, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à dupliquer. Si vous avez, je veux dire, dans le temps, dans les années 60, vous aviez une photo, pour la dupliquer, si vous n'avez pas le négatif, il fallait la refotographier, la redévelopper et tout. Enfin voilà, ça nécessitait et du matériel éventuellement coûteux et des connaissances. Avec l'arrivée de l'informatique et du numérique surtout, ça a complètement changé. Par définition, une information numérique stockée sur un disque, sur une cassette, sur ce qu'on veut, c'est très facile à dupliquer. Donc très rapidement, tout ce qui était digital, à savoir des programmes, des images, des documents, tout ça est devenu hyper facile en fait à dupliquer sans aucun contrôle. Et donc bien sûr, très vite, des gens qui en ont abusé. Par exemple, si on avait un jeu sur Apple II ou autre, il devenait extrêmement tentant de simplement le dupliquer, bien sûr, parce que à la mesure où on n'avait pas besoin de l'acheter. Donc très rapidement aussi, les éditeurs de logiciels, par exemple, ont été amenés à mettre des protections de façon à limiter ça. Alors il y a eu plein de sortes de protections, il y avait des protections par disquette, nous sur Mac on avait une protection comme ça, où avec une bidouille soft on allait écrire des infos à un endroit qui n'était normalement pas copié, par exemple par l'OS lors de la duplication de disquette. On a eu des dongles, les dongles donc c'était des petits dispositifs qu'on branchait sur l'appareil, hein. Ça existe toujours, hein. Il y a toujours des sortes de clés USB spéciales qui permettent comme ça de rendre difficile la copie. Il y a eu des systèmes de code, où il fallait rentrer des codes qui étaient liés à votre réseau social, des machins, enfin, des choses comme ça. Il y a eu d'autres protections qui étaient liées sur le fait que c'était bien plus difficile de dupliquer justement le manuel que le soft. Donc il y avait des jeux qui étaient protégés comme ça. Par exemple, c'était rentrer le 4e mot de la 3e ligne de la page 22 et ça débloquait l'utilisation du jeu. On partait du principe que dupliquer le manuel était bien plus difficile que dupliquer le jeu. Enfin voilà, il y a eu des tas de protection plus ou moins sophistiquées, et j'ai passé, moi personnellement, dans ma vie professionnelle, pas mal de temps justement à étudier, à implémenter des protections toujours de plus en plus sophistiquées. Alors le problème, c'est qu'elles ont beau être sophistiquées, ça met la barre très haut. Le problème après, c'est que en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On diminue le nombre de personnes ayant les connaissances pour faire sauter les telles protections. Alors, dans un programme, par exemple, un programme donc il est protégé, il est évident que ce programme, quelque part, à l'intérieur, il y a quelque chose qui teste la protection. C'est plus ou moins complexe, mais ça peut être un truc genre quelque part au démarrage. Si la protection n'a pas marché, je quitte. Si un hacker est assez malin pour repérer ce code à l'intérieur du programme et le supprimer, ça y est, on a ce qu'on appelle une version déplombée du logiciel qui à ce moment-là n'est plus protégée. Alors bien sûr, repérer ce code et le modifier, c'est pas quelque chose que tout le monde sait faire. Surtout que généralement, les développeurs, hein, comme moi, on a mis des tas de choses pour faire que ça soit difficile. Mais ça a beau être difficile, je veux dire, voilà, c'est pas du tout impossible, et il y a d'excellents hackers qui y arrivent. Le problème, c'est que si on limitait, je veux dire, la casse à ces excellents hackers, ça serait pas très grave, je veux dire, il y aurait quelques personnes dans le monde qui seraient capables de faire ça, et ça serait pas très grave. Le problème, c'est que très souvent, les hackers, pour différentes raisons, ça peut être des raisons politiques, ça peut être des raisons simplement de se faire mousser en disant oh, j'ai réussi à craquer, machin, ils diffusent après les programmes. Ce qui fait que par exemple, j'ai fait des programmes où il y a très peu de gens qui étaient capables de les craquer, mais une fois que quelqu'un l'a fait et a mis en gros la solution en ligne, à ce moment-là, n'importe qui pouvait le faire. Il suffisait de télécharger le programme GenCode, de suivre un petit tuto, et hop, ça y est, on avait un programme déployé. Si on revient sur cette histoire de décodeur Canal+, par exemple, il y a eu énormément de gens qui ont fait ces décodeurs. La plupart n'avaient même aucune idée de comment ils fonctionnaient. J'ai même vu des gens qui faisaient ces décodeurs, ils ne connaissaient rien en électronique. Ils prenaient le circuit, ils soudaient les composants, et puis ils roulent un peu. On leur a demandé s'ils savaient comment ça marche, ils ne savaient pas. Il suffisait en gros que la solution soit disponible pour qu'elle soit diffusée à très large échelle. D'ailleurs, si on regarde même dans ceux qui connaissent, des gens capables de concevoir un décodeur pirate Canal+, il n'y en avait pas tant que ça, en tout cas certainement beaucoup moins que ceux qui en ont construit. D'ailleurs, c'est même quelque chose des fois que je trouve un petit peu étonnant, parce que je vois des fois sur des forums des mecs qui postent de dire ouais, alors j'ai acheté l'oscilloscope machin, mais avec la petite manip qui va bien, maintenant c'est un 300 mégas avec toutes les options. C'est-à-dire que le gars, quelque part, il se gausse un petit peu, il fait le cake en disant moi je suis un super hacker, à moi on me la fait pas,
j'ai acheté le truc de base et puis j'ai toutes les options. Mais en fait, si on regarde bien, 9 fois sur 10, quand je dis 9 fois, 99 fois sur 10, le gars qui a fait ça, c'est un petit rigolo. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé un tuto sur Internet et il s'est contenté de l'appliquer. Les gens qui sont réellement capables de faire le rétro-engineering, le hacking, de trouver ça et tout, pareil, il y en a très très peu. C'est toujours pareil, hein, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais à la limite, on s'en fout. Voilà, ce qui est sûr, c'est que le fait même comme ça de mettre la barre assez haut d'un point de vue technique, finalement, ça protège relativement peu dès que quelqu'un aura trouvé la parade et l'aura publié. Alors, les éditeurs, bien sûr, ont toujours cherché quand même aussi à se protéger. Alors, une des méthodes utilisées, c'est de publier de vraies fausses versions déplombées. Ça, il y a des éditeurs qui font ça. En fait, ils publient sur plein de forums des versions soi-disant déplombées de leur logiciel, et en fait, quand on les télécharge, elles ne sont pas déplombées, ou des fois, j'ai même vu des éditeurs malins, c'est-à-dire, en fait, le logiciel, il a l'air d'être déplombé, mais au bout d'1 mois d'utilisation, là, il dit, hop, achetez la vraie version, sinon, j'efface toutes vos données, des trucs comme ça, ou du moins, je fonctionne plus. Et à la limite, ça, c'est pas bête, parce que le gars, quand il a commencé, par exemple, si c'est de la compta, à rentrer 3 mois de compta, il va être éventuellement poussé à acheter le logiciel. Mais enfin voilà, il y a par exemple ça. Et maintenant, en fait, on voit une autre sorte de protection qui, ma foi, est relativement efficace, qui est dans le côté hybride des solutions. C'est-à-dire que de plus en plus, les logiciels maintenant ne sont pas complètement autonomes. C'est-à-dire que pour fonctionner, ils ont besoin d'avoir un accès à Internet. Et même si cet accès n'est pas permanent, très souvent, on va en avoir besoin au niveau de l'installation. Alors ça, c'est quand même beaucoup mieux dans la mesure où il y a toute une partie du processus qui n'est pas local, ce qui rend quand même le hack beaucoup plus difficile. Mais c'est un petit peu dommage, parce que le fait de faire ça, ça veut dire que maintenant, par exemple, il y a des produits, si vous les achetez, vous ne pouvez pas les utiliser sans Internet. Il y a des PC, par exemple, voire des programmes, si vous les achetez, vous n'avez pas d'accès à Internet, vous ne pourrez pas au moins les installer ou les mettre en place la première fois. Ce qui est quelque part un petit peu gênant, mais bon, d'un autre côté, c'est aussi une réaction compréhensible face aux abus. Mais enfin bon, ça concerne surtout les logiciels. Mais les atteintes aux droits d'auteur ne sont pas que là-dessus, elles sont énormément sur les images, elles sont sur les livres. Très souvent, même, je crois que les gens ne se rendent même pas compte. Ils cherchent un bouquin sur l'internet, ils trouvent un PDF, ils le téléchargent, alors que c'est un livre qui normalement est payant. Donc je crois que parfois des gens copient illégalement des choses sans même forcément s'en rendre. Donc là, en résumé, hein, comme on voit, c'est souvent facile de le faire, même si, je veux dire, les éditeurs ont essayé de le rendre difficile, c'est quand même pas forcément ça qui va limiter le phénomène. Alors après, on va regarder le côté risque. Alors là, on va voir qu'il y a plusieurs sortes de risques. Alors dans le risque, quelque part, déjà, il y a le côté juridique. La peur du gendarme, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qui vous empêche de rouler à 200 sur l'autoroute? C'est peut-être que le fait que votre voiture ne monte pas si haut, mais enfin souvent, quand même, c'est la peur du gendarme. Donc comme énormément, on va dire, d'envie ou de pulsions humaines, sont, je veux dire, contrebalancés justement par la peur du gendarme, par les lois. Des fois on s'énerve, on aurait bien envie de mettre une branlée au mec qui est en face de soi. Une des raisons qui fait pour lesquelles on ne le fait pas, c'est que justement on sait qu'on s'expose à un risque juridique et à des ennuis. Ce qui fait que, quelque part, consciemment ou pas, à tout moment, je veux dire, quand on a envie de faire une action, le cerveau va dire, d'un côté j'ai envie de faire ce truc-là, je sais que c'est quelque chose de pas forcément légal, sans même parler de notion de bien ou de mal, et de l'autre côté, il y a le bâton. Voilà, si je fais ça, et si je me fais avoir, je risque d'avoir cette punition, et voilà, on se dit, oula, c'est peut-être cher payé, donc c'est quelque chose qui va éventuellement nous empêcher de faire ces dites actions. Mais il faut reconnaître que sur le fait, par exemple, de copier des logiciels, le risque, il est quand même très faible. Je veux dire, qu'est-ce qu'on risque? Le fait d'aller dupliquer le PDF d'un bouquin qui est normalement payant, le fait d'utiliser une copie pirate d'un logiciel, vous risquez quasiment rien dans la réalité. Pareil, vous déplombez les options d'un oscillo utilisant un truc pirate, qui va venir, je veux dire, vous faire un procès? Là, on voit vraiment que le risque est très minime. Il y a quand même de temps en temps des actions qui sont faites. Du temps des décodeurs Canal+, voilà, de temps en temps, Canal+ fait choper un gars qui faisait ça, publier son jugement en essayant de faire un petit peu peur aux autres. Enfin, ça marchait pas vraiment. Et souvent, en même temps, je veux dire, ces actions étaient faites sur des gens qui vraiment faisaient ça à grande échelle. Des gars qui fabriquaient des milliers de décodeurs, ou nous, on en a fait dans ma boîte, hein, des fois des actions. C'était par exemple des revendeurs qui dupliquaient des logiciels de gestion, je veux dire, à très grande échelle, et les revendaient sans verser de royalties, des trucs comme ça.
Donc ça reste quand même relativement mineur. Mais il faut bien le dire que surtout à titre particulier, les risques juridiques sont quand même hyper limités, voire inexistants. On peut penser par exemple à la fameuse loi Hadopi, qui était censée justement limiter comme ça les copies de biens culturels. Bon, Hadopi, il faut être honnête, c'est un flop, quoi. Il y a peut-être quelques personnes qui se sont fait choper, on va dire un peu pour l'exemple. Enfin voilà, honnêtement, je pense pas que Hadopi ait eu un effet quelconque. Donc on comprend que ce risque juridique ici, je veux dire, la peur du bâton, ça joue pas vraiment. Alors pourtant, il y a d'autres risques, qui à mon avis sont même sans doute beaucoup plus importants. Pourquoi? Parce que justement, vous avez un logiciel Toto, et vous le trouvez super, mais Toto il est cher. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur Google et vous allez chercher genre Toto gratuit, Toto copie, Toto hack. D'ailleurs c'est marrant, hein, quand on va dans Google, hein, je rappelle que quand on tape des recherches, il marque souvent, il propose les recherches les plus fréquentes. Et moi je sais que si je cherche par exemple des logiciels sur lesquels j'ai travaillé, très souvent c'est le premier truc qu'on trouve. Hein. On tape et on voit copie gratuite, machin et tout. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous cherchez Toto gratuit, vous allez en trouver plein, vous dites, ah super, toc, vous allez cliquer, vous allez tomber sur un site et télécharger le dit Toto gratuit. Une fois que vous avez un installeur, clic, vous le lancez. Et là, qu'est-ce que vous allez avoir? Enfin, du moins sur Windows, vous allez souvent avoir ce message qui vous dit, autorisez-vous l'éditeur machin à faire des modifs sur votre ordinateur. Ce message, d'ailleurs, peut-être qu'un jour j'y reviendrai dans d'autres vidéos, il est souvent très très mal compris. Ce message, je sais pas, en gros, voulez-vous vraiment installer le logiciel Toto? Si on lit bien ce message, d'ailleurs, il n'est pas vraiment bien libellé, c'est est-ce que vous autorisez ce programme, écrit donc par un tiers, sur lequel vous ne connaissez pas grand-chose, à aller faire ce qu'il veut sur votre ordinateur. C'est-à-dire aller installer des trucs, changer des réglages. Voilà, en gros, vous lui déléguez votre pouvoir d'administrateur, quelque part, de votre ordinateur, à ce programme, alors que vous savez exactement pas tout ce qu'il va faire. Et là, bah, il peut arriver quoi? Bah, il peut arriver que vous avez de la chance. C'est-à-dire, en effet, vous avez bien téléchargé la copie déplombée de Toto, donc vous utilisez Toto gratuitement, vous êtes tout content, c'est super. Mais il se peut aussi que vous ayez installé un truc qui fait pas du tout ce que vous voulez. Ça peut être un ransomware, ça peut être un virus, et des trucs, voire un programme qui a strictement rien à voir, un truc qui va vous proposer du cul, des machins, et plein de choses. Donc ça déjà, bah, c'est déjà très chiant, hein. Surtout que des fois c'est pas forcément repéré par l'antivirus, c'est pas forcément facile à enlever. Et des fois c'est même bien plus vicieux que ça. C'est-à-dire que vous allez réellement installer le dit programme Toto déplombé, donc ça vous êtes tout content, mais en même temps, il vous a installé plein d'autres saloperies qui vont peut-être miner du Bitcoin, qui va peut-être faire ce qu'on appelle un keylogger, c'est enregistrer vos mots de passe, diffuser vos données perso, enfin voilà, des gens passent et des meilleurs. Et ça, c'est quand même un risque, et je ne compte plus les gens que je connais qui, des fois, m'ont même demandé de l'aide, et je me suis aperçu que, voilà, ils s'étaient fait avoir grâce à ces trucs-là, parce que c'est vrai que pour un pirate, c'est du pain béni. Vraiment, je prends un logiciel qui est très demandé, je sais pas, Photoshop, machin, voilà, je mets en ligne quelque part un Photoshop déplombé gratuit, je suis sûr d'attraper plein de gogos. Donc ça, c'est vraiment un risque qui est très important. Alors après, c'est vrai que c'est pareil, si on connaît un petit peu, il y a des moyens quand même de faire ça de façon un peu plus maligne. Mais enfin voilà, il ne faut pas oublier que c'est quand même un des risques les plus importants. Alors que généralement, si vous achetez le logiciel de façon légale et téléchargé sur le site de l'éditeur, il y a quand même beaucoup moins de problèmes. Mais il n'y a pas que ça comme risque. Par exemple, j'ai reçu beaucoup d'emails de gens qui me disent bah voilà, j'ai acheté l'oscilloscope Toto, j'ai voulu le déplomber pour ajouter les options gratuites, et maintenant Toto ne fonctionne plus, il démarre plus, qu'est-ce que je fais? Bah, gars, vous allez peut-être bien réfléchir avant de faire ça. Le fait, en effet, de vouloir craquer ces options, bah, d'abord, souvent, ça va niquer la garantie. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et en même temps, comme je l'ai dit, comme très souvent, les gens qui font ça n'ont aucune idée, ils ne maîtrisent pas du tout le système, bah, si ça se passe mal, bah voilà, vous avez un oscilloscope tout neuf qui se retrouve inutilisable. Le nombre de gens qui m'ont demandé de l'aide suite à ce genre de manip, je vous dis, c'est assez effarant. Et à chaque fois, je leur dis, bah attends mon gars, faut assumer tes conneries. Moi, j'aide jamais des gens qui font ça. Après, ils ont tenté le coup, ils ont perdu, bah faut les réfléchir avant d'agir. Faut assumer ses conneries. Alors, en fait, quelles sont les conséquences de ce genre de choses? Ben, en fait, elles sont relativement multiples. Et j'ai donc, sur mes 40 ans d'expérience, un petit peu dans ce domaine, j'ai pu voir un petit peu l'évolution des choses. Et les conséquences, elles sont assez fortes, en fait. Dans la mesure où, finalement, comme on l'a vu, c'était très difficile pour les éditeurs de limiter
je veux dire, ce risque de copie de façon efficace, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait généralement? Bah, ils se sont adaptés. Ils se sont adaptés et maintenant on a vu émerger des offres qui finalement contournent un petit peu ça, mais de façon à la limite finalement beaucoup moins bonne pour l'utilisateur. En effet, ça pousse par exemple à avoir des produits qui sont gratuits ou supposés comme tels, mais qui en fait, je veux dire, font leurs revenus de façon beaucoup plus sournoise quelque part. Si on regarde Facebook, YouTube, Google, machin, tout ça, c'est des offres qui sont gratuites, c'est des utilisations gratuites, donc on se dit bah, c'est super, et quelque part même ça encourage les gens finalement à pas payer, alors que derrière c'est des systèmes qui ont des coûts phénoménaux. Les infrastructures de YouTube, Google, Facebook, les serveurs et tout ça, ça coûte un pognon fou. Et malgré ça, c'est des boîtes qui gagnent aussi un argent fou. Donc il n'y a pas de mystère. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est-à-dire qu'en fait, ça a poussé tous ces gens-là à mettre en place des mécanismes de revenus qui sont beaucoup moins clairs finalement et souvent pernicieux et qui souvent voilà, vous manipulent, je dirais, quasiment à votre issue. Alors que si vous achetez un logiciel, au moins c'est clair. Vous avez acheté un logiciel, vous avez payé, je sais pas, 100 euros. La transaction, le modèle économique est simple. Dans le cas comme ça de ces trucs gratuits, bah, c'est beaucoup plus opaque finalement. Je pense que globalement, on n'y gagne pas vraiment. Après, ça a aussi eu comme conséquence souvent une baisse de l'offre. Si on regarde au niveau de la littérature, par exemple, la baisse des publications est quand même flagrante. Je vois par exemple dans les publications sur l'électronique, il y en a quand même de moins en moins. Et pourquoi? Parce que bah, voilà, maintenant dès qu'un mec va sortir un bouquin, très vite il va être en PDF, très vite on va le retrouver piraté. Et bah, voilà, est-ce que ça intéresse, je veux dire, un auteur de passer des heures, des jours à écrire un bouquin pour finalement se le voir pirater comme ça. Donc voilà, il y a aussi beaucoup finalement d'offres qui ont disparu un petit peu par rapport à ça. Et je parlais des magazines, même si c'est pas l'unique cause qui a fait disparaître tous les magazines spécialisés, c'est quand même une des causes principales. Moi je me rappelle à l'école, dans les labos de Polytechnique où j'ai bossé à un moment donné, dès qu'il y avait un électronique application qui était sorti, il était dispo dans tous les labos sous forme de copie photocopiée. Voilà, donc bah, c'est évident que c'est un énorme manque à gagner pour ces boîtes-là. Et c'est ce qu'ils ont appelé d'ailleurs le photocopillage, a été sans doute quand même une des causes de la disparition de ces revues. C'est quand même quelque chose de dommage. Après, on va me dire, ouais, mais dans le logiciel, il y a la solution du libre. Je sais qu'il y a des gens qui disent, ouais, c'est la solution, ça serait ça. Alors, je ne vais certainement pas rentrer dans le débat stérile d'opposer le monde du logiciel libre et du payant. Enfin, c'est souvent des débats qui sont longs et stériles. En même temps, souvent, il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui mélangent le côté open source du côté gratuit. Mais quand même, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des choses qui, pour moi, sont complémentaires, mais n'ont pas forcément la même logique. Moi, je suis tout à fait pour le logiciel libre et gratuit, mais comprenons-nous bien, quand par exemple, je vais mettre sur mon GitHub perso, des trucs comme Cat ou des choses comme ça, des programmes que j'ai développés, je les mets en ligne gratuitement, en open source, en disant vous pouvez les utiliser gratuitement. Mais pourquoi je peux faire ça? Je peux faire ça parce que ces trucs-là, c'est pas ma source de revenus. Je veux dire, ça fait partie de mon loisir. C'est une activité bénévole. C'est un petit peu comme quelqu'un qui, quoi, je sais pas, qui va donner un coup de main au resto du cœur et tout ça. Il fait pas ça pour vivre. Il fait ça en plus sur son temps libre. Mais ça n'empêche pas que, comme tout le monde, moi j'ai une famille à faire vivre. Il faut que je bouffe, il faut que je paye mon loyer, faut que je vive. Si je faisais tout comme ça en libre, quel serait le modèle économique qui me permettrait d'en vivre? Et c'est très, très compliqué. Et si on regarde bien, la plupart des gens qui contribuent au logiciel libre, ils peuvent faire ça, parce que généralement, ils ont une autre source de revenus. Ça peut être des universitaires, des étudiants, des passionnés, tout ce qu'on veut. Mais voilà, je ne connais pas de développeurs qui arrivent à vivre comme ça du libre. On va me dire, ouais, mais il y en a, ils font du service, des machins. Oui, mais globalement, quand même, c'est pas ça qui va faire tourner vraiment la machine. Il faut quand même bien comprendre à un moment donné que toutes les créations qui peuvent être faites, que ce soit du logiciel, de l'image, du film, tout ce qu'on veut, ça c'est pas gratuit. Les gens qui vont faire ça, surtout d'un point de vue professionnel, bah, ils ont besoin de vivre. Et que bah, voilà, pirater ça, quelque part, c'est risqué d'appauvrir, éventuellement de faire disparaître ça. Alors j'entends toujours, ouais, mais enfin bon, tu regardes ce qu'un Star Wars a rapporté d'argent, les mecs
c'est pas d'aller en pirater un qui changera quelque chose. Bah, c'est toujours pareil. Ouais, c'est vrai, c'est comme le gars qui dit, bah moi je paye pas le train, mais je veux dire, est-ce que c'est ça qui empêche le train de rouler? Non, mais enfin c'est toujours pareil. Si tout le monde finit par pas payer le train, bah, à un moment donné, il y aura un problème et le train ne pourra plus rouler. Donc c'est vrai qu'il y a un effet aussi un peu après d'entraînement, et on en revient à ce côté, je veux dire, facile et peu risqué. Si c'est facile et pas risqué de ne pas payer son ticket de métro, que je vois en plus tout le monde qui saute les machins, et je me dis, bah moi je suis le seul couillon à payer, alors que les autres payent pas et qu'ils risquent rien, c'est vrai que ça donne pas vraiment envie de payer. Mais il est sûr qu'à un moment donné, cette activité, on va dire, parasite, elle devient trop forte, comme tout parasite, elle risque de tuer son hôte. C'est quelque chose d'aussi simple que ça. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura intéressé et vous aura peut-être voilà, donné d'autres points de vue ou d'autres pistes de réflexion par rapport à ce phénomène sur lequel on est quasiment tous confrontés, hein, comme j'ai dit, même des fois sans le savoir, on est tous tentés un jour ou l'autre, je veux dire, de pirater, que ce soit de la musique, du logiciel ou des choses comme ça. Et quoi, Maurice? Quoi? Hein, moi, comme ça, je fais le cake, mais est-ce que moi, j'en pirate pas aussi? Oui, j'avoue que ça m'est aussi arrivé de céder aux sirènes du facile et sans risque. Maintenant, j'ai un petit peu évolué quand même sur la question, c'est quelque chose que j'évite de faire, et qui, pour moi, n'est pas une action positive. Après, c'est aussi un des points que j'ai pas abordé, c'est le côté de comment on se passe ça vis-à-vis de sa conscience. Et là-dessus, c'est quelque chose qui est forcément très personnel et sur lequel je pense que il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun a sa perception des choses, sa perception de ce qui est bien ou mal, hein, sachant que c'est toujours des notions, pour moi, qui sont relatives par rapport à son éducation, par rapport à son expérience. Après, ça appartient à chacun, au moment de faire ou pas ses actions, de se poser des questions et de décider si on est en phase ou pas avec son karma en faisant ce genre de choses. Ah, Maurice, dis-moi, Maurice, qu'est-ce que tu me dis? Que cette nuit, t'as rêvé que j'étais super sympa et que je te filais 100 euros. Waouh! Et alors, est-ce que t'as été gentil? Oui, bon, eh ben, tu peux les garder. Bon, bah là-dessus, mes vacances se terminent doucement. J'ai encore pas mal de choses à faire. Et je pense de vidéos à vous montrer. Que Hackotton, le démon des hackers, veille sur vous. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.